Salut Eric. Salut Dao. Donc là, on est sur notre troisième podcast. J'ai du mal avec ce mot. Ouais. Et on avait fait le podcast précédemment dans un environnement ouvert où on était au McDonald's dans un centre commercial. Il y a eu pas mal de bruit, donc on le fait cette fois-ci chez moi, dans une chambre fermée. Voilà, on teste un peu l'acoustique. Il y a un petit côté technique. Alors l'avantage de le faire à l'extérieur, c'est qu'il y a un petit côté improvisé, un peu en live. Mais bon, après derrière, techniquement, on peut résoudre tous les problèmes d'acoustique qu'il y a dû au bruit maîtrisable derrière. Voilà, mais là, l'idée, c'est on le fait en milieu fermé pour tester un peu l'acoustique. Donc voilà. Mais donc soyez indulgents. Mhm. On est au balbutiement. On est encore au balbutiement en ce qui nous concerne. Mhm. Mais on fait de notre mieux. Voilà. Là, justement, tout à l'heure, là, on se posait la question de. Au départ, c'était vraiment. J'avais appelé ça Philosophy Street parce que pour les raisons évoquées sur le fait de pratiquer la philosophie, mais je me rends compte que au fil du temps, on peut élargir le principe à quelque chose de plus global. Je me rends compte que le mot philosophie, au fil des discussions, il est intéressant parce que bon, c'est porteur et que ça, on est là pour désinhiber certaines choses. Mais moi, je préfère peut-être finalement le mot conversation ou questionnement parce que à terme, voilà, on va inviter des gens à venir parler un peu de tout et il n'y aura pas forcément que de la philosophie. Pense typiquement à quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement et qui a des idées assez intéressantes sur sa vision avec un recul quand même assez global de la situation dans le pays, en France. Donc là, ça parlera plus de politique. L'idée étant qu'à chaque fois, on essaiera d'utiliser comme fil conducteur la façon dont ils abordent leurs idées, dont ils les vivent au quotidien. Mais voilà, au-delà de ça, le mot philosophie peut peut-être paraître réducteur par rapport à toutes les idées qu'on a eues. Mais ça restera quand même. Il y aura toujours une dimension de choix et de quête de vie dans tout ce qu'on fait, je pense. Oui, ce qui sera pas la philosophie, mais c'est pas que l'attribut de la philosophie, hein. Ouais. Le problème du mot philosophie, sémantiquement parlant, c'est que il a tendance à s'auto-enfermer sur lui-même. Mhm. Et bon, ça, c'est une petite réflexion qu'on va devoir mener dans les prochains jours pour savoir si on peut ouvrir ce terme-là. Voilà, ça c'est vraiment une réflexion en live. Euh, je voudrais qu'on discute du sujet comment dire, de la jonction entre l'esprit et le corps. Ah oui. On parlait tout à l'heure de Socrate qui Mhm. faisait de la lutte. Oui. Toi Euh, qui était dithyrambique vis-à-vis des lutteurs, oui. voilà. Et on avait tendance maintenant à différencier les sportifs des penseurs, Toujours, oui. C'est presque antinomique pour beaucoup de personnes. exactement. C'est un raccourci cognitif pour énormément de gens. Les gens, bon, typiquement, quand on voit Eric et qu'on lui demande ce qu'il fait dans la vie, qu'on voit comment il est costaud et tout, et qui vous dit qu'il donne des cours de jiu-jitsu brésilien, euh, on se dit que c'est pas normal qu'il pense comme ça, qu'il devrait être con. Donc voilà, ce point-là, je voudrais qu'on en discute un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société pour qu'on ait créé cette fracture entre le corps et la connaissance et l'esprit? Je pense que dans beaucoup de traditions spirituelles, qu'elles soient judéo-chrétiennes, enfin, ou en tout cas abrahamiques, ou, ou même hindoues, indiennes, on va dire, par exemple, il y a souvent cette idée que l'esprit et le corps sont deux choses dissociées. C'est-à-dire qu'on a et une âme qui est prisonnière d'un corps, que le corps est une sorte de vaisseau temporaire euh, dont on va un moment s'émanciper, dont on peut même s'émanciper alors qu'on est encore vivant
par la méditation, la prière, etc. Et que beaucoup de courants philosophiques découlent de courants qui étaient à la base des courants spirituels. Donc il y a des pratiques énormément de pratiques de mortification. Il n'y a pas longtemps, je regardais un documentaire qui est disponible gratuitement sur YouTube, qui est un documentaire je sais pas, il doit avoir 20 ans, peut-être plus, ça s'appelle Kings with Straw Mats, donc des rois avec des tapis en natte, qui qui est en gros un documentaire sur un rassemblement de sadhus en Inde. Les sadhus, qui sont ces personnes, ces espèces de mystiques qui vivent nus, qui se baignent dans le Gange, et qui pratiquent le yoga quotidiennement. Et il y en avait il y en a un qui m'a particulièrement marqué. En gros, c'est une pratique, je ne vous donnerai pas le nom en hindi parce que je ne m'en souviens pas, mais qui maintient son bras en l'air. Ils maintiennent leurs bras en l'air jusqu'à ce que leurs bras s'atrophient, ne puissent plus redescendre. Il peut y avoir une sorte de calcification qui saute. Et leurs ongles poussent jusqu'à pratiquement rentrer dans leur chair. C'est vraiment... Et leurs bras restent fixés, ils ne peuvent plus le descendre. Ils ont une espèce de bras de momie levé en permanence. D'autres qui font ça en restant sur une jambe parce qu'ils considèrent que c'est par ce sacrifice, cette mortification, qu'ils arrivent à s'élever plus loin spirituellement. Alors c'est déjà une pratique corporelle, d'accord? Et puis il y en a d'autres à côté qui font du yoga, donc ce n'est pas du tout universel. Il y a plusieurs courants, mais l'idée étant que si on regarde dans nos cultures occidentales, il y a aussi ce côté, cette espèce de mépris du corps, du désir sexuel, des plaisirs charnels, sensuels, qui sont souvent perçus comme la voie royale vers l'enfer. On reste à genoux pendant des heures, dans la tradition catholique avec laquelle je suis assez familier, on reste à genoux pendant des heures sur des bancs inconfortables. On avait des stylites au Moyen-Orient, comme Saint-Siméon, qui se tenaient sur des colonnes sans en descendre pour être plus proche de Dieu. Donc il y a souvent on distingue beaucoup on va dire l'âme et le corps. L'âme est devenue l'esprit en Europe, en tout cas, au moment de l'émancipation de la religion, là, quand la religion et la philosophie ont commencé à se séparer. Alors ça commence très tôt à la Renaissance, mais on va dire que cette rupture a vraiment été, on va dire, consommée au XVIIIe siècle, 19e siècle. Il y a cette espèce même encore un peu après, on peut débattre là-dessus pendant longtemps, mais en gros, il y a cette idée que l'esprit et le corps étaient deux choses dissociées et dissociables. Alors qu'il y a d'autres traditions, comme la tradition bouddhique, particulièrement par exemple la tradition zen, où on considère que le corps et l'esprit ne sont qu'un, que mépriser l'un, c'est mépriser l'autre. Ça me semble relativement logique. Alors personnellement, étant donné que je pratique quotidiennement des sports de combat qui sont aussi une ascèse physique, en plus d'une ascèse qui pour moi en tout cas est une ascèse spirituelle, après chacun l'aborde comme il veut, il y a cette idée que en dominant mon corps, c'est-à-dire en prenant contrôle, même pas en dominant, parce que encore une fois sinon c'est à l'extérieur, en prenant contrôle de mon corps, en apprenant à mieux contrôler mon corps, j'apprends aussi à mieux contrôler mon esprit. Je prends connaissance de mon corps en prenant connaissance de mon esprit, et en prenant connaissance de mon esprit, je prends connaissance de mon corps. Je vois mon cerveau, au final, même au niveau biologique, est un organe. D'accord? Mon cerveau dont découle a priori la majorité ou la totalité de mes mécanismes cognitifs, il fait partie de mon corps. Donc j'essaie de ne pas faire de distinction entre les deux, parce que l'idée pour moi d'être un esprit séparé d'un corps, comme on parle en ce moment de transhumanisme, là, de se faire transmettre dans les types comme Rakers qui imaginent se mettre dans un ordinateur, pour moi c'est encore une vision de cauchemar. J'ai du mal à m'imaginer complètement détaché de mon corps, même si par certaines expériences que j'ai eues qui étaient méditatives, de respiration, pranayama, Wim Hof méthode, choses comme ça, psychédéliques, j'ai déjà été dans des états où je ne percevais plus mon corps. Malgré tout, je considère mon cerveau comme un organe, donc j'ai pas l'impression d'être émancipé de mes atomes corporels. Après, c'est quelque chose sur lequel je me penche beaucoup en ce moment et je suis prêt à changer d'avis, mais j'ai plutôt tendance à penser que l'un et l'autre, cette espèce de dualité forcée entre corps et esprit, n'est pas nécessairement juste, et que on est
corps et esprit sont intimement liés, pour ne pas dire sont identiques. Voilà. Et dans notre société, est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, comment dire, le clan des penseurs ont estimé que le corps était limité et que le corps était une limite à la pensée, raison pour laquelle ils ont décidé de déstructurer et de mettre d'un côté, d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit, et que vouloir mélanger les deux, c'était se donner la possibilité de limiter les pouvoirs de la pensée. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une dimension, il y a un certain mépris dans certains, j'ai l'impression, dans des cercles. Alors, j'ai pas envie de stigmatiser les personnes qui vivent de leur cerveau, dans le sens où parler des cercles intellectuels comme si c'était tous comme si c'était une espèce de cabale qui en voulait à toutes les personnes qui décidaient de faire du sport. Je pense que c'est pas productif, et je pense pas que ce soit vrai non plus, mais je pense qu'il y a certains milieux intellectuels ont tendance à mépriser le corps parce qu'ils voient le corps comme ils ont du mal à se séparer d'une dimension animale, primaire, préhistorique, brutale, violente. Il y a cette espèce, je me souviens que je parlais à des personnes qui venaient d'un milieu donc un milieu socioculturel très favorisé, mais un peu qui traînent un peu, je ne vais pas citer de nom, mais dans les cercles un peu ce qu'on appelle bobo régulièrement, souvent, mais intellectuels parisiens. Et l'idée, je me souviens que le mot violence avait systématiquement une connotation négative. L'idée de pratiquer un sport de combat, il le voyait presque comme une espèce de reste de barbarie dont on devrait s'émanciper. Mais violence physique. Physique, mais même pas physique, tout. Le terme violence était vu comme systématiquement négatif. Les mots sont de la violence, il faut éviter toute forme de violence. Mais est-ce que dans ce monde-là, justement, c'est pas un monde où finalement, il y a quand même beaucoup plus de violence finalement? Il y a une violence qui est différente, mais je pense qu'il y a cette idée que de toute façon, à partir du moment où on veut s'émanciper de la violence, je pense qu'on fait une erreur. La violence, ça peut être un mot qui rompt un pattern, qui rompt un schéma. Ça peut être le fait de s'astreindre à une discipline douloureuse ou brutale qui vous permet de percevoir le monde différemment. La claque du moine bouddhiste à son élève au moment opportun et qui lui fait atteindre le satori ou l'illumination, quel que soit ça dépend de la tradition dont on parle, c'est un acte de violence. Je lisais il n'y a pas longtemps, j'ai une petite parenthèse encore, ça fait beaucoup de parenthèses, mais bon, j'ai un petit bouquin qui parlait qui était un recueil de citations de sagesse bouddhique tibétaine qui parlait de compassion idiote et de compassion réelle, qui disait que la compassion idiote se rapprochait d'une espèce d'empathie pure, où en gros on excusait tout et on acceptait tout, et la compassion réelle passait parfois par un acte de violence pour faire réaliser certaines choses, pour délivrer tous les êtres, et qu'au final la compassion idiote était plus facile que la compassion réelle, parce que la compassion réelle, ça demandait aussi de savoir mesurer l'ampleur du geste, à quel moment il faut, ou de l'action entre guillemets violente. Donc il y a un mépris, il y a cette espèce de mépris du corps dans certains. On a tendance à distinguer corps et esprit dans les cercles intellectuels, alors que quand on regarde historiquement, beaucoup de personnes qui vivaient justement dans des milieux ou dans des sociétés où la violence, même à ce moment-là, la violence aveugle même, avait une place beaucoup plus importante que dans nos sociétés très sécurisées aujourd'hui, étaient des personnes qui justement faisaient usage de cette violence et de leur corps pour s'élever spirituellement, philosophiquement et intellectuellement. Parce que je pense que je ne veux pas mettre de mots dans la bouche de Socrate, mais je ne serais pas étonné que son amour de la lutte vienne aussi du fait qu'il se rendait compte que c'était quelque chose qui vous remettait. Alors, Dao, tu as déjà lutté, j'ai déjà lutté.
à personnes qui ont déjà fait de la lutte, c'est éminemment difficile. C'est quelque chose qui vous remet très vite à votre place et qui vous fait prendre conscience du monde matériel et très très vite du monde physique et qui en même temps demande énormément d'abnégation psychologique et et un travail qui touche au spirituel quand on essaye vraiment de se pousser au-delà des limites qu'on pensait normalement avoir déjà trouvées pendant un combat de lutte. Donc c'est un bon exemple. En plus c'est ritualisé, etc. Mais donc je pense qu'il y a cette séparation, elle s'est faite, elle découle du spirituel, mais qu'il y a beaucoup de traditions qui ont essayé de réconcilier les deux et que c'est une erreur que de séparer corps et esprit en philosophie ou quelle que soit votre pratique au final. Je pense pas, je suis désolé, je dis un truc, je pense pas même si vous pensez au-delà de la philosophie, je pense que c'est plus facile pour un physicien qui mange bien, qui dort bien et qui fait du sport de façon relativement régulière, d'élaborer des théories, on va dire, ne serait-ce parce qu'il est en meilleure santé, de continuer à élaborer des théories plus longtemps que si il fait rien d'autre que bouffer des saloperies et pas s'occuper de lui-même. Le mépris du corps entraîne un mépris de l'esprit souvent. Bien sûr. Si je prends mon cas personnel, j'ai commencé le sport à 25 ans, complètement par hasard. Voilà. Et donc, on peut dire que j'ai connu l'avant et l'après. C'est-à-dire que j'ai pas baigné foncièrement dans un milieu sportif très jeune. Et le choix de partir dans un sport de manière aussi poussée, c'est un choix réfléchi puisque je l'ai fait bien tardivement, en mesurant bien ce que ça allait apporter au niveau de ma vie quotidienne. Parce que voilà, c'est un sport qui demande à s'entraîner durement. Mon corps a changé. Quand on discute avec les gens qui m'ont connu avant et après, clairement, il y a eu un avant et un après. Au-delà du simple bienfait physique qu'on peut voir, ce qui a été déterminant derrière, c'est que ça m'a ouvert un monde auquel j'aurais pas pensé accéder à un moment donné de ma vie avant le sport, où j'ai rencontré des gens extraordinaires, où je me suis intéressé à des choses que je pensais irrationnelles, donc pas sérieuses, telles que le monde du développement personnel, quelque part la philosophie, le fait de me forcer à penser d'une certaine manière, sorti des conventions que j'avais connues dans mon éducation ou à l'école. Ça a été un portail, voilà. J'ai pas forcément les bons mots pour expliquer ce qui m'est arrivé, mais spirituellement parlant, intellectuellement parlant, le sport m'a ouvert des mondes que je n'aurais probablement jamais vus sans avoir eu cette pratique. Que tu soupçonnais peut-être même pas en plus. Oui, que je soupçonnais même pas. Alors je sais que ces dernières années, avec Internet, on a eu accès à beaucoup plus de choses. J'oublierai jamais que quand j'ai commencé à mettre le pied dans le monde des médecines alternatives, je l'ai fait suite à une grosse blessure en lutte où, avec un IRM, on a détecté 3 hernies discales ou cervicales. Et j'ai réussi on va dire, à guérir de ça, puisqu'on faisait des IRM de contrôle, grâce à des sciences alternatives autour de l'énergie que j'ai faites avec mon ami Pank, encore une fois. Et ces séances-là ont commencé à me donner le goût du questionnement, en me disant que quand j'étais allé voir le médecin avec l'IRM en 2009 avec mes hernies, les options qui m'étaient proposées, c'était d'arrêter le sport ou de me faire opérer. Bilan de la situation quasiment 10 ans après, je n'ai ni arrêté le sport, bien au contraire, j'ai continué, mais de manière différente. Et je ne me suis pas fait opérer, j'ai fait le choix de partir sur des médecines douces qui au final sont révélées, on va dire, positives dans le sens où voilà, je m'estime parfaitement opérationnel maintenant à quasiment 45 ans au point de vue sportif avec le bagage de blessures que j'ai eu à cette période-là. Donc le sport ça a été salvateur pour moi à tous les niveaux. Ouais, super. Est-ce que tu penses que le sport permet... Donc tu penses que le sport permet d'apprendre à mieux penser ?
Pour moi, oui. Alors, c'est toujours la même chose, hein. Ça dépend de ce que tu fais, de ce qu'on te donne, Mhm. de ce qu'on te met entre les mains. Le sport, déjà, ça permet des rencontres. Clairement, je veux dire, enfin, je veux dire, c'est un peu la palisse que je veux dire, mais quand vous faites une activité qui est en dehors de votre travail, parce que on n'est pas, on n'est pas ce qu'on fait, on n'est pas notre travail, Oui. ça vous permet de rencontrer des gens, des nouvelles générations, des gens de milieux sociaux. Enfin voilà, Mhm. c'est toujours le même discours. Mais au-delà de ça, ça. C'est quoi déjà la question? C'est ce que tu penses que le sport peut te permettre de mieux penser? Moi, ça m'a permis de mieux penser. Ah, voilà, donc c'est une bonne réponse. Il y a, je pense que ce que tu dis est intéressant, même au niveau de la... Alors ça, c'est pour au niveau de rencontrer des personnes d'autres générations. J'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai qu'on rencontre des personnes d'autres générations. Évidemment, d'autres milieux sociaux, ça m'avait déjà, je m'en étais déjà rendu compte, mais d'autres générations, c'est vrai, d'autres parcours de vie. Mais c'est vrai que générationnellement, c'est très intéressant parce qu'il y a il y a un phénomène de transmission des plus, alors surtout dans les arts martiaux, des sports de combat, des plus anciens aux moins anciens, mais même si les plus anciens ne sont pas nécessairement les plus vieux. Mais il y a aussi il y a aussi le fait que ça permet à des jeunes de 18, 19, 17, 20 ans de côtoyer des personnes de 40, 45, 30, bon 35 c'est encore jeune, mais 45, 50 ans, Mhm. euh, qui sont parfois moins gradés qu'eux, donc moins, Mhm. avec par gradé, je veux dire qui ont moins d'expérience, parce qu'il n'y a pas toujours des grades dans les arts martiaux, mais qui ont moins d'expérience, et de créer un échange générationnel qui n'a pas nécessairement lieu euh, ailleurs. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui... C'est vrai que c'est intéressant et ça permet un autre échange. C'était juste une petite parenthèse que je trouve intéressante et qui est peut-être la raison pour laquelle je ne suis pas toujours hyper, euh, on va dire, euh, friand de cette idée de trucs du genre executive boxing ou l'espèce de salle, ces espèces de nouvelles salles de sport de combat hyper qui destinaient à un public de cadres supérieurs, CSP++, Mhm. euh, qui en fait, parce qu'on perd, je pense, cette espèce de patrimoine intangible qui est que sur un tapis ou dans un ring, tout le monde, vous êtes défini et vous êtes jugé sur deux critères principaux. Bon, vos capacités, d'accord, ce que vous savez faire, mais aussi votre comportement. Euh, Sans vraie distinction sociale, de milieu social, d'âge, d'argent. Mhm. Euh, Vous pouvez avoir je voyais ça au Brésil, vous pouvez avoir un gamin ou même en France, on va prendre un exemple en France, vu qu'on le podcast est plutôt en France, vous pouvez avoir un gamin qui a grandi dans une caravane, euh, qui donne une leçon et qui est respecté et qui arrive à imposer le respect de par son expérience, pas uniquement ses qualités de combattant, mais aussi par son expérience, s'il a combattu, son bagage, à une autre personne qui a un salaire à 5 ou 6 chiffres. Et ce sont deux personnes qui se seraient jamais croisées ailleurs parce qu'il y en a un qui prend des limos ou des Uber et l'autre qui prend le métro ou sa vieille voiture pourrie. Euh, et vous avez et je pense que c'est un espace d'échange qui est très intéressant, dont on parle, et on parle assez peu de cette vertu des sports de combat. Je parle des sports de combat parce que c'est ce que je connais vraiment bien et je pense que c'est assez propre. Alors, au Jiu-Jitsu et à l'état livré en particulier, je vous invite d'ailleurs, si vous êtes curieux, à regarder une vidéo qui s'appelle We Are Artists, nous sommes des artistes, par un vidéaste qui s'appelle Stuart Cooper sur quelqu'un qui s'appelle Raphaël Lovato Jr. et qui exprime ça de façon, je trouve, très poétique et et assez et très belle. Vous tapez YouTube We Are Artists et ça parle du jiu-jitsu, mais c'est quelqu'un qui illustre très bien ce propos et c'est un grand champion, donc c'est quelqu'un qui est assez relativement légitime dans ce dont il parle. Là, tu parlais d'un truc intéressant, c'était la partie exécutive. C'est vrai il y a un marketing autour en ce moment on va dire du MMA, de la boxe, du jiu-jitsu. Mhm. C'est-à-dire que les vertus du sport, notamment du sport de combat au sol,
elles sont multiples. C'est-à-dire qu'elles engagent tout le corps, elles engagent le mental par le fait que ce soit, on dit souvent que c'est un jeu d'échecs. Mhm. C'est-à-dire que quand on bat au sol, les possibilités euh, euh, métaboliques et mécaniques sont tellement élevées, le nombre de combinaisons est tellement élevé qu'on peut prendre ça comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire qu'on va poser des pièges, etc. Donc, Un jeu d'échecs dans une machine à laver où il faut se souvenir d'où sont les pièces. J'avais entendu ça, je trouvais ça pas mal. ouais, très bon ça. Et, et tout ça fait que on voit, comme on sait que les États-Unis sont souvent le point de départ Ouais. de plein de choses, on voit beaucoup de gens, voilà, des execs, alors c'est un peu le cliché, mais des execs qui, en costard cravate, qui entre midi et deux, vont aller s'entraîner chez Marcelo Garcia, par exemple, à Ouais. Manhattan, et qui, voilà, le temps de rouler pendant 1 heure, enfin rouler de combattre pendant 1 heure, et C'est pas après, péjoratif comme terme. Hein. ouais, et de réendosser après leur costume d'exec, et puis de repartir. Donc il y a le marketing autour de ça qui a compris qu'il y avait potentiellement besoin. On voit notamment en France de plus en plus de salles de boxe avec des petits créneaux d'1 heure qui sont réservés à des gens qui ne veulent pas forcément aller dans le dur, mais veulent bénéficier des apports d'une pratique comme la boxe qui, pareil, en termes de dépenses caloriques et de biomécanique, Fascinante, ouais. sont très enfin, voilà, sont vraiment intéressantes pour les gens. Donc là, on voit d'un côté un certain marketing qui veut amener ces gens-là dans ce sport-là. Donc souvent, voilà, des gens, moi j'en vois des gens de plus de 40 ans qui se remettent au sport. Et ça, c'est positif. Et ça, c'est positif. Et le danger, comme tu dis, c'est de vouloir isoler ça. Mais il y a des salles qui sont, qui visent ce genre de public, qui sont dissuasives de par leur prix. C'est Oui. ça, c'est de ça dont je parle. C'est ce Je parle pas du modèle-là. créneau entre midi et deux qui permet à des personnes qui ont des vies professionnelles vie familiale extrêmement chargées de pouvoir s'entraîner un peu. Ça, je trouve ça super. C'est plutôt, alors, loin de moi l'idée de réellement les critiquer dans le sens où je suis conscient plus que et encore plus que la plupart des gens de la difficulté de maintenir un plan financier cohérent en vivant des sports de combat dans un pays comme la France. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de salles qui apparaissent, qui sont donc des salles relativement luxueuses, avec des services à la personne qui se rapprochent plus en gros comme les salles de fitness select, Ouais. et je pense qui proposent, c'est souvent de la boxe en ce moment, mais il y a souvent boxe MMA. Le problème étant que je pense que le risque, on va dire, étant on risque de perdre cette dimension, on va dire, d'unification et comment dire, d'espèce d'uniformisation au départ des personnes à partir du moment où elles franchissent le pas de la porte d'une salle de sport de combat ou d'arts martiaux, et qui permet à chacun parfois de se libérer d'un carcan socio-économique qui les limite dans ce qu'on appelle la vie de tous les jours. Voilà. Est-ce que tu penses que le sport de combat est un des rares milieux sportifs qui, euh, qui, qui donne la possibilité à des gens complètement différents de se rencontrer? Si on prend l'exemple du golf, Mm-hmm. même du tennis, Mm-hmm. on va toujours retrouver une certaine catégorie de gens Oui, qui vont je le pense oui. pratiquer. Alors que vraiment les sports de combat peuvent rassembler vraiment des gens complètement différents. Il y a des ministres qui font de la Ouais. boxe, tu vois, Alors, je dirais, alors ça c'est une catégorisation, alors c'est tout à fait susceptible de changer, mais ça m'est venu pendant que tu me posais la question. Je dirais qu'il y a au moins 3 catégories de sports dont je pourrais parler. Il y a des sports qui sont des sports plutôt, on va dire, élitistes, en tout cas sélectifs au niveau du milieu socio-professionnel des pratiquants. Bon, alors les exemples qui sont souvent cités, ça va être le golf, le tennis, le polo, alors qui sont des sports qui demandent, qui sont pratiqués culturellement par des personnes de milieux sociaux plutôt aisés. Dans le cas du golf, c'est parce que pour pratiquer le golf, il faut faire partie d'un club, étant donné qu'il faut un endroit où jouer.
que c'est un entretien qui coûte cher. Je connais bien le problème parce que mon père joue énormément au golf. Mhm. Donc il faut entretenir. Alors après, il y a des niveaux, il y a des gradations, des clubs publics, des clubs privés, et après, ça devient aussi un endroit, un club à l'anglaise, c'est-à-dire ou à l'ancienne, c'est-à-dire un club où en gros On fait des on affaires. fait des affaires, on se rencontre, on est entre soi, Mhm. d'accord, et où il faut être parrainé, on peut pas juste demander à rentrer, etc. Mhm. Euh, Comme celui dans son membre de mes parents, qui est pas nécessairement un endroit où moi je me sens particulièrement heureux, mais bon, chacun y trouve son compte. Bon, le polo, il n'y a même pas d'exemple, il faut avoir un cheval. Bref, euh, alors que, et donc il y a ça, il y a ces sports-là, il y a des sports qui sont des grands sports populaires, le foot, le rugby, qui sont des sports qui sont pratiqués qui sont suivis professionnellement par toutes les couches de la population. C'est-à-dire vous vous pouvez être fan du Paris Saint-Germain si vous êtes un patron du CAC 40, ou alors si vous bossez si vous bossez dans un entrepôt à Rungis, d'accord. Tout le monde peut être fan du Paris Saint-Germain, et donc on peut très bien mettre les chaussettes et jouer. Est-ce qu'on jouera ensemble? Ça, j'en suis pas sûr. Voilà. Mais au moins tout le monde on peut jouer, d'accord. Ou le rugby dans le sud-ouest, etc. Et après, il y a les sports de combat qui ont été, on revient sur ce qu'on disait au début, historiquement sur Socrate, la séparation du corps de l'esprit, la pratique des sports de combat. Au niveau professionnel, c'est souvent des sports où on retrouve des personnes issues de couches plus modestes, parce que souvent, j'avais entendu dire quand même, que souvent les parents, souvent quand on a un choix autre que de se battre pour gagner sa vie, on fait un choix autre, même si c'est pas systématique, c'est souvent le cas, mais dont la pratique en amateur était souvent vue par les couches socio-professionnelles, on va dire, euh, euh, les plus aisés, ou les plus favorisés, comme formant le caractère. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu de la boxe à Oxford, les grands, les grands penseurs grecs pratiquaient la lutte, les Romains, même les plus riches, étaient encouragés à aller lutter dans les ternes. Enfin, le jiu-jitsu brésilien, c'est quelque chose qui a en partie, du côté en tout cas de la branche Gracie, évolué parce que les types donnaient des cours à des enfants de ministres et de la grande bourgeoisie brésilienne. C'est quelque chose il y a une dimension, on va dire, les métiers, ce qui était à la base les sports d'armes et aussi les sports de combat étaient vus comme étant formateurs pour le caractère. Je viens de me répéter. Et donc ça veut dire qu'il y a, une sorte il y a des pressions qui poussent chacun des deux milieux à pratiquer. Et contrairement à beaucoup d'autres sports, peut-être même les sports populaires, on a tendance à pratiquer au même endroit. Oui. Donc oui, je pense que c'est une spécificité des sports de combat. Là, j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y avait une vidéo d'un. Ben, je crois que c'est la coupe à Strasbourg, où il y avait un acteur français qui a combattu, Nicolas Duvauchel, qui a joué dans Braco. En boxe taille? Non, en jiu-jitsu brésilien. Ah, je sais qu'il fait de la boxe taille aussi. Ouais. Il a été repéré chez André Zito. Ouais. Mais il a combattu là, sur la coupe de zone. Bon, il perd. Et il est parti au charbon. Ah ouais, c'est super. Il a été il a eu 2 fois le César, je crois. Enfin, et le gars, il s'entraîne, je crois, sans Kounou avec Pascal Fleury. Super. Et voilà, ce sport-là permet de. Enfin, vous pouvez par hasard vous retrouver le jiu-jitsu brésilien est très populaire. Hein. Tourner avec Vicente Lizarazu. Enfin, voilà, aux États-Unis, vous avez des types Anthony Bourdain, Keanu Reeves, Ashton Kutcher, Demi Lovato, beaucoup de types de la Silicon Valley qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien parce qu'en plus, il a l'avantage de vous permettre de combattre à intensité très forte en minimisant les risques de dommages au niveau du cerveau. Mais donc ouais, oui, je pense que c'est un sport particulier. Hein, après, on pourrait en parler pendant des heures, mais. Oui, c'est sûr. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet. C'était pas le sujet. C'est bien. Donc là, on va arrêter. J'aime bien, tu dis souvent le mot parenthèse. Je pense que parenthèse, c'est pas mal ça. Merci Eric. Merci beaucoup Dao. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Merci et n'oubliez beaucoup. pas de faire des feedbacks évidemment. Et de nous tenir au courant. Bisous.